Bonjour, mon invité aujourd'hui est Guillaume Long. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler avec vous Guillaume d'Équateur et aussi plus largement d'Amérique latine. Il y a bientôt le 11 avril un second tour aux élections présidentielles équatoriennes. Il y a normalement c'est une élection à 2 tours avec 2 candidats. On ne sait pas encore quel sera le deuxième, c'est contesté. Vous allez nous expliquer ça et puis on va élargir un peu sur la situation politique en Amérique latine. Et peut-être d'abord présentez-vous Guillaume pour dire d'où vous parlez. Alors je suis Guillaume Long, je suis ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, sous la présidence de Rafael Correa. Donc je parle évidemment à partir de cette expérience. J'essaie quand même de prendre du recul par rapport à l'analyse de l'Équateur, mais je suis extrêmement lié à la politique équatorienne, et notamment à un des candidats, Andrés Arauz, qui est candidat à la présidence, qui est arrivé en première place au premier tour, et qui sera donc au deuxième tour le 11 avril. Alors, donc, il y a un candidat qui est plutôt marqué à gauche, qui sera normalement face à un candidat qui, lui, est plutôt le représentant de la droite. Et il y a aussi un troisième candidat qui conteste pour l'instant les résultats du premier tour, un candidat dit indigéniste. Et comment va se déterminer le choix du candidat qui sera présent au second tour? Alors, les autorités électorales ont déjà présenté les gagnants du premier tour. Donc il s'agit d'Andrés Arauz, le candidat dit coréiste, qui a été ministre sous Rafael Correa, qui représente en effet plutôt la gauche équatorienne. Et puis Guillermo Lasso, donc un ancien banquier, plutôt lié au secteur conservateur de l'Équateur, qui avait été lui-même candidat à la présidence déjà à 2 reprises, en 2013 et en 2017. Ceux-là ont été affichés officiellement comme les gagnants du premier tour. Mais en effet, il y a un troisième candidat qui est très près derrière Guillermo Lasso, un candidat qui s'appelle Diacu Pérez, le représentant du mouvement indigène, qui est à peine 35 000 voix en moins de Guillermo Lasso, et qui donc conteste les élections. Alors, les résultats ont été annoncés, mais ce candidat fait appel. Jusqu'à présent, sans grand succès, les autorités électorales ont réouvert certaines urnes, il y a eu tout un processus pour essayer de vérifier si les différentes demandes d'ailleurs du candidat Pérez sont légitimes. Pour l'instant, il n'y aurait pas de renversement de situation, mais il y a quand même des disputes institutionnelles en Équateur. Il y a un doute parce qu'aussi il pourrait être mieux placé pour battre le candidat coréiste. Alors c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais certainement, et d'ailleurs certaines élites en Équateur, notamment certains médias, mais aussi certaines personnes qui exercent de l'influence en Équateur, présentent cette hypothèse que un deuxième tour, Andrés Arauz, donc le coréiste, Diacu Pérez, ce qui provient du mouvement indigène, serait beaucoup plus serré qu'un deuxième tour entre Andrés Arauz et le représentant traditionnel de la droite, Guillermo Lasso, où là la polarisation est plus claire. Donc un deuxième tour entre les deux gauches, entre guillemets, serait plus serré qu'un deuxième tour entre la gauche et la droite. Et c'est pour ça qu'il y a certaines élites en Équateur, et notamment il y a une tentative de la part du procureur de l'Équateur d'essayer de soutenir la thèse de Diacu Pérez, donc d'une fraude, pour pouvoir changer de deuxième candidat, c'est le candidat qui serait en deuxième place, par Diacu Pérez, et donc être dans une meilleure situation au deuxième tour pour pouvoir battre le candidat coréiste. Il y a une vraie menace, et il y a eu plusieurs déclarations internationales ces dernières semaines, notamment par le secrétaire général de l'ONU, le rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des magistrats et des avocats, mais aussi l'Organisation des États américains, qui était présente avec une mission d'observation électorale, qui ont essayé de calmer le jeu et de dire les résultats électoraux sont légitimes, le deuxième tour doit se produire le 11 avril, parce qu'il y a vraiment eu pendant quelques jours là une menace d'une interruption électorale. Et l'attitude de l'équipe Biden, qui vient d'être installée par rapport à cela, en même temps peut-être qu'il préférait un candidat un peu plus à droite, mais est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent interférer dans ce processus électoral? Alors officiellement, l'administration Biden n'a dit strictement rien. Il n'y a pas eu de déclaration de la part de l'administration Biden, ni de son ambassadeur à Quito, ni du département d'État, ni aucun représentant de la Maison-Blanche à Washington. Mais on sent bien qu'il y a
différents acteurs dans cette nouvelle administration, des acteurs qui viennent d'arriver, qui sont donc les politiques autour de Biden, qui, je pense, n'ont pas intérêt d'un coup d'État, entre guillemets, électoral, d'une interruption du processus électoral, d'une intervention de la part du procureur qui essaye de faire cette intervention pour renverser les résultats, pour changer les résultats, pour vraiment bloquer, stopper l'élection peut-être probable d'Andrés Arauz au gouvernement. Mais peut-être d'autres acteurs américains, notamment cet État profond qui a quand même joué un rôle en Amérique latine important historiquement, avec l'arrivée aussi d'un nouvel acteur qui est le procureur colombien qui essaye d'accuser Andrés Arauz d'avoir reçu du financement illégal de la guérilla. C'est une nouvelle accusation. Oui, il a été retrouvé dans un ordinateur appartenant à l'ELN, qui est un mouvement de guérilla colombien, une accusation de transfert de fonds pour le candidat. Alors on ne sait pas si en effet ça a été retrouvé dans l'ordinateur, il s'agit pour l'instant simplement d'accusations, donc tout est au conditionnel, il s'agirait de 80 000 $ qui serait un prêt, pas une donation, c'est quand même assez étrange, mais certainement le gouvernement de M. Duque et son procureur général, qui est un proche de Duque, qui vient d'être nommé au mois de janvier, est très agressif sur ce front, s'est rendu personnellement en Équateur pour donner ses documents au procureur équatorien qui, elle, est très anti-coréiste, etc. Il y a toutes sortes de choses, et là, on ne sait pas trop quel est le rôle des Américains. Est-ce qu'il y a encore des restes de l'administration Trump ou des éléments du deep state américain qui soutiennent cette possibilité d'essayer de stopper le deuxième tour sur la base de ces accusations d'un financement de l'ELN, ou est-ce que l'administration Biden, ce qui me semble le plus raisonnable, quelques semaines à peine depuis qu'elle ait assumé ses fonctions, ne souhaite pas vraiment rentrer dans un coup d'État. Ça ferait quand même mauvais genre d'interférer dans le processus électoral latino-américain au moment où on proclame le retour des États-Unis. Ça serait un retour un petit peu particulier quand même. Oui. Et c'est ce qu'ils annoncent d'ailleurs, off the record, comme ils disent, c'est pas leur but. Et alors, peut-être aussi pour l'information du public français, ce qui s'est passé, c'est que Correa était une figure très connue au niveau du monde entier, qui a quand même fortement réduit le taux de pauvreté en Équateur, donc qui était très populaire. Et puis, il vit en exil alors que c'est son successeur, un peu celui qui a été élu après lui, Moreno, est un peu son successeur. Comment est-on passé de ce renversement de celui qui devait être le successeur plutôt fidèle de Correa, l'a contraint à l'exil? Alors c'est une histoire complexe, longue, qui a des aspects même je dirais shakespeariens presque, mais bon, Monsieur Moreno, le président actuel, depuis 2017, a tout de suite annoncé, dès qu'il a été élu et dès qu'il y a eu la transition du pouvoir, a tout de suite annoncé qu'il allait changer de politique. Donc changer de politique étrangère, changer de politique économique, l'arrivée du FMI, toutes sortes de volte-face contre ses anciens collègues, ses anciens camarades, puisqu'il y a une persécution quand même assez féroce de la part de l'administration Moreno contre Correa lui-même, qui vient de recevoir une condamnation à 8 ans de prison. C'est pour ça qu'il est... Enfin, c'est pas pour ça qu'il est en Belgique, il était parti en Belgique bien avant que ses ennuis juridiques commencent, mais enfin, il est resté en Belgique. Et puis, il y a toutes sortes d'exilés aussi qui ont participé, qui du gouvernement de Corée, qui étaient donc des collègues et des amis de M. Moreno, qui sont aujourd'hui disséminés de par le monde, notamment beaucoup au Mexique et ailleurs en Amérique latine, et qui ont un statut d'asile politique et qui ont vraiment été victimes de persécutions. Au début sur des bases un peu des accusations de corruption dans le registre du lawfare, comme on emploie beaucoup ce mot en Amérique latine en ce moment, la guerre juridique que l'on a vécue contre Lula ou contre d'autres dirigeants au Brésil, en Argentine. Donc les premières années, c'était vraiment des accusations de corruption, essayer de créer des ennuis juridiques aux grands dirigeants du coréisme. Et puis petit à petit, le registre a commencé à changer et ce sont devenues des accusations de rébellion et de sédition, surtout à partir des grandes manifestations d'octobre 2019 qui ont fait tanguer ce gouvernement qui a été obligé, le gouvernement de Moreno est obligé de se réfugier, sortir de la capitale, de se réfugier à Guayaquil. C'était un énorme mouvement de protestation en 2019, le plus grand probablement dans l'histoire contemporaine de l'Équateur. Et à partir de ces protestations,
on sent que les accusations contre le corréisme changent, ce n'est plus dans le registre de la corruption, mais dans le registre de la sédition et de la rébellion, qui sont quand même des accusations qu'on ne vivait plus en Équateur depuis les dictatures militaires des années 60 et des années 70. Et puis il y a eu un total alignement sur la politique de Trump, alors que Correa représentait quand même une voie, disons, beaucoup plus alternative et beaucoup plus indépendante. Oui, on sent d'ailleurs même à Washington que, disons, quand on parle avec certains représentants ou proches de l'administration Biden, qu'ils identifient clairement le gouvernement Moreno comme ayant été un des plus alignés. Il ne faut pas oublier que Moreno met fin même à l'UNASUR, qui était une sorte d'Union européenne pour l'Amérique du Sud, un organisme d'intégration régionale, alors que l'Équateur était le siège de l'UNASUR. C'était en quelque sorte le Bruxelles de l'UNASUR. Donc c'est pas seulement un pays membre qui renonce à l'UNASUR, mais le pays qui se bénéficiait d'une certaine manière le plus de cet organisme régional, qui allait recevoir toutes sortes de bénéfices associés à cet organisme régional. Bon, on sait que l'administration Trump était contre l'UNASUR, donc c'est un alignement clair. Il y a eu aussi toutes sortes d'alignements dans le domaine de la sécurité, avec une piste d'atterrissage maintenant qui est au service des Américains dans les îles Galapagos, qui sont quand même très symboliques pour les Équatoriens, donc c'est quelque chose qui est problématique aussi pour l'identité, la souveraineté équatorienne, surtout que l'Équateur avait été l'endroit où ça avait été l'Équateur avait la plus grande base militaire américaine avant 2009, donc ça rappelle toutes sortes de choses qui n'existaient plus depuis 2009. Il y a évidemment le cas Assange, c'est quand même M. Moreno qui quand même expulse Assange de son ambassade. Bon, il y a toutes sortes de choses à dire à ce sujet-là en ce qui concerne le droit international. Et comment expliquer ce revirement de Moreno, cet alignement, cette volonté de rompre tout à fait, en dehors de tuer le père, mais comment expliquer cela? Quel était le fondement idéologique ou personnel, ou la rationalité, tout simplement? Alors, c'est une question qu'on se pose et à laquelle il y a toutes sortes d'hypothèses différentes, de réponses possibles différentes, qui vont du psychologique au géopolitique, en passant par toutes sortes de choses. Je pense que M. Moreno n'était jamais un vrai allié du gouvernement coréen. On savait de toute façon qu'il y allait avoir un mouvement vers le centre, qui était, après tout, il allait être président, ça allait être sa présidence, c'était légitime qu'il ait son propre... On ne pensait pas que ça allait être basculement aussi radical, mais on savait que c'était pas... Disons que ce n'était pas un coréiste pur et dur, pour utiliser cette expression. Il allait de toute façon se déplacer un peu vers le centre. Et puis, il y a quand même, il va faire face, là maintenant qu'il ne va plus être président, puisqu'il ne s'est pas représenté et que son mandat se termine le 24 mai, il va faire face à des grandes accusations de corruption. On a découvert des comptes dans des paradis fiscaux, au Belize et au Panama, qui appartiennent à son frère, et des fonds auraient été transférés de ces comptes à des comptes personnels de Moreno, notamment quand il était à Genève, parce qu'il était pendant quelques temps envoyé spécial de Ban Ki-moon à Genève, etc., etc. Alors, est-ce que, c'est une hypothèse possible, est-ce que les Américains l'auraient eu, à l'époque de Trump, dans leur poche, parce qu'ils avaient une manière de le faire chanter? Bon, tout ça, ce sont des hypothèses que, je pense, les historiens devront un jour élucider. On a des idées, des pistes, mais on ne sait pas vraiment la réponse. Un changement aussi par rapport à l'Amérique latine, c'est que maintenant, les candidats de gauche ont du crédit sur le plan économique. Auparavant, on considérait que l'empreinte sociale était très sympathique, mais que ce n'était pas des bons gestionnaires. Et là, maintenant, il y a tout un mouvement où ce sont des gens qui ont fait leurs preuves sur le plan économique et qui donnent quelques garanties de bonne gestion. Ah, c'est très intéressant parce que oui, en effet, cette gauche qui a gouverné en Amérique latine pendant, alors évidemment ça dépend des cas, mais grosso modo entre 2000 et 2015, avec des variations selon les pays, est une gauche qui a eu des résultats économiques et sociaux très très importants. Une réduction de la pauvreté très importante, mais encore plus important pour l'Amérique latine, une grande réduction des inégalités. C'est quand même la région la plus inégale au monde et qui est source de plein de problèmes structurels pour l'Amérique latine. Cette inégalité, manque de cohésion sociale, gros problèmes de crimes organisés, de délinquance, etc., qui sont liés aussi à cette inégalité. Donc, le fait que presque 100 millions de personnes soient sorties de la pauvreté entre grosso modo 2000 et 2013 en Amérique latine, c'est quand même, sur 600 millions de latino-américains, 100 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, dans tous les gouvernements, mais beaucoup d'entre eux étant de gauche, puisqu'il y a eu, sur 20 républiques latino-américaines, à peu près 13 ou 14 gouvernements de gauche pendant cette période, et même les gouvernements de droite
ont été moins néolibéraux qu'ils l'avaient été dans les années 80-90, donc il y avait vraiment eu un mouvement vers une sorte de keynesianisme avec plus d'investissement public, etc. Donc tout ça a eu des résultats, la baisse de la pauvreté, la baisse de l'inégalité, mais avec de la croissance et avec de la création de l'emploi. Alors ça crée un héritage qu'aujourd'hui la gauche évidemment utilise dans ses diverses plateformes électorales. Et c'est très intéressant parce que les candidats souvent de cette gauche à la présidence, notamment dans le cas de l'Équateur, Andrés Arauz étant un économiste, étant un ancien collaborateur de Correa dans le domaine économique, mais aussi en Bolivie, avec l'actuel président qui a été élu, Luis Arce, qui est l'ancien ministre des Finances. Donc les candidats de cette gauche sont souvent des économistes, même dans certains cas des technocrates qui ont fait partie de l'appareil de gestion économique du pays, alors que ce n'est pas du tout d'où cette gauche provient, puisque cette gauche provient des grandes luttes des années 80 et des années 90, et elle ne provient pas forcément du système ou du gouvernement ou de l'administration. Donc la gauche n'est presque plus cette gauche d'outsider, mais une gauche beaucoup plus systémique, qui est une gauche de la rationalité économique, de la compétence même. C'est intéressant de voir que dans le cas de Andrés Arauz en Équateur, sa plateforme de campagne est qu'il est le candidat compétent, pas le candidat, disons, outsider, anti-système, si, jusqu'à un certain point, mais pas le typique phénomène d'une gauche antisystémique qui se met en marge du système économique. Au contraire, c'est quelqu'un qui représente une continuité de ce qui a été fait pendant 10 ans. Il y a une grande vague à gauche au début de ce millénaire, du centenaire, avec, comme vous le dites, 13 ou 14 gouvernements sur 20, puis un reflux avec beaucoup de gouvernements à droite. Et là, on a l'impression que, de nouveau, la gauche, Argentine, Mexique, Bolivie, Équateur, peut-être demain de nouveau le Brésil, avec le retour en grâce de Lula. Est-ce que vous pensez qu'il y a de nouveau un mouvement de balancier, d'une part, et est-ce que ces différentes gauches latino-américaines se concertent entre elles? Est-ce qu'il y a une concertation au niveau continental des gauches latino-américaines qui font face à de nombreux défis, notamment comment se positionner par rapport aux États-Unis? Alors oui, je pense qu'il y a un effet balancier en effet. Il y a eu, à la fin du boom des matières premières, du boom des commodities, c'est vrai qu'il y a eu un déclin dans les termes des échanges latino-américains en 2014-2015, la chute des prix du pétrole, des matières premières, etc., qui a fait énormément de tort à l'Amérique latine. Et comme il y avait beaucoup de gouvernements de gauche à l'époque, il y a eu un virement vers la droite. D'ailleurs, c'est intéressant que là où il y avait des gouvernements de gauche, là où il y avait des gouvernements de droite, il y a eu un revirement vers la gauche, dans le cas du Mexique, par exemple. Donc ça a vraiment fait du tort à ceux qui étaient au pouvoir. C'est un choc externe, un dégagisme qui a bénéficié à l'opposition. Mais cette opposition de droite qui gouverne grosso modo, alors ça dépend des pays, en Équateur c'est seulement depuis 2017, mais dans d'autres pays depuis 2015, etc., n'a jamais vraiment eu des grandes majorités parlementaires. Elle a été élue, mais un peu ric-rac. Donc l'autre grande moitié, c'est quand même encore la gauche, qui avait fait ses preuves pendant ces années précédentes. Pas des grands dirigeants non plus historiques comme l'avait eu la gauche. Donc c'est quand même un cycle de droite qui allait toujours être un peu fragile, et la fragilité, on le voit là en ce moment, les latino-américains ne veulent pas vraiment un retour au néolibéralisme pur et dur des années 80-90, et on voit là où le FMI a été présent, notamment en Argentine et en Équateur et ailleurs, et même en Bolivie, il était question de présence du FMI, et ben, il y a ce modèle-là est puni, et la gauche revient au pouvoir. Alors, et c'est une gauche, en effet, qui, face aux énormes obstacles auxquels elle a fait face ces dernières années, notamment la persécution, le lawfare, ses dirigeants emprisonnés, Lula, mais d'autres... Des coups d'État juridiques. Juridiques. Certains disaient qu'auparavant, il y avait en Amérique latine des coups d'État militaires et qu'ils ont été remplacés par des coups d'État juridiques. Est-ce que vous disiez tout à l'heure de l'interférence du procureur dans le système, dans les élections de l'Équateur, et de cela, Lula était un exemple bien sûr emblématique. C'est tout à fait ce registre-là, et ces ennuis juridiques et ces exils et ces incapacités dans le cas de l'Équateur, même le parti politique de Correa, qui est quand même le plus grand parti, je dirais, de l'histoire de l'Équateur, qui a été avec 2/3 au Parlement, etc., lui a été ôté à Correa. On lui a retiré son parti, on a détruit le parti, et Rafael Correa et ses collaborateurs, et maintenant Andrés Arauz, le candidat à la présidence, sont passés par 7 partis
qui ont été éliminés un après les autres. Certains n'ont même pas été créés, n'ont pas été reconnus, pour éviter qu'il était question d'ailleurs pendant quelque temps qu'il n'y ait pas de coréisme, alors que c'est la plus grande force politique en Équateur de loin, qu'il n'y ait pas de présence du coréisme aux élections du 7 février. Donc il y a vraiment eu une attaque. On l'a empêché d'être présent physiquement, mais même d'apparaître en photo. Alors, Correa, par exemple, son image était censurée pendant la campagne, sa voix était interdite à la radio, les images vidéo étaient parce que, évidemment, il y avait un report des voix, Correa étant un personnage historique quand même en Équateur, qui a gouverné pendant 10 ans, s'il disait aux électeurs « mon candidat c'est Andrés Arauz », ça bénéficiait évidemment de la candidature de Andrés Arauz, et donc ça a été censuré. Donc oui, face à ce contexte-là de persécution quand même très agressive, il y a en effet une articulation de la gauche encore bien plus importante et bien plus grande que quand la gauche était au pouvoir. C'est assez incroyable, mais peut-être trop tard, mais c'est une gauche qui vraiment est très articulée. Il y a eu des créations de nouveaux espaces, comme le groupe de Puebla ces dernières années, et énormément d'espaces de plateformes de gauche pour essayer de résister un peu contre cette persécution. Mais dans la période flamboyante de la gauche latino-américaine, il y avait quand même deux figures tutélaires assez opposées, même si elles ne sont jamais affrontées directement, Chavez et Lula. Est-ce que là, vous diriez qu'il y a peut-être plus d'unité et que dans la typographie des dirigeants de gauche qui vont prendre le pouvoir, ils sont finalement, le bloc est plus homogène qu'il ne l'était dans ces deux voies parallèles de Chavez et de Lula du début du siècle? Je pense que la gauche a quand même toujours été hétérogène en Amérique latine, et il y a eu énormément de différents types de gauche au pouvoir en Amérique latine. Chavez, le militaire, n'était pas du tout pareil que Correa, l'académique, que Evo Morales, le leader indigène, que Lula, le leader, le dirigeant syndical, etc. Vraiment, que Michelle Bachelet, qui venait d'autres. Enfin, tous avaient vraiment une grande différence. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la continuité de cette hétérogénéité, qui est pareille, je pense, avec sorte de particularisme de différents pays, mais souvent en l'absence des dirigeants historiques de ces gauches. Donc avec, ou parce qu'ils ont été bloqués, ou parce que leur constitution ne permet pas leur réélection, ou parce qu'ils sont en exil, ou parce qu'ils ont des ennuis juridiques, etc. etc. Et donc c'est vrai qu'on voit quand même une gauche plus affaiblie du fait de l'absence de leurs dirigeants, et une gauche qui est obligée d'essayer d'élargir un peu le cercle de son vote dur, de sa base dure, vers le centre. C'est ce qui s'est passé en Argentine avec Alberto Fernandez. Les Argentins disaient « avec Cristina, c'est pas assez, sans Cristina, c'est impossible ». C'était leur dicton. Non sans Cristina, on peut pas, mais avec Cristina, c'est pas suffisant. Et c'est un peu la même logique que l'on revoit maintenant en Équateur. Avec Correa, Andrés Arauz au premier tour a reçu 33% des votes au premier tour. C'est un vote dur coréiste très très important, mais ce n'est pas suffisant pour gagner au deuxième tour. Donc on voit des nouvelles alliances avec la social-démocratie, avec le centre, avec des plateformes qui sont quand même plus élargies, plus pluralistes que ce qu'on a vu quand avec des dirigeants très forts la première décennie. Et vous voyez possible la recréation de l'UNASUR, le fait de reprendre une coopération régionale sur la base de l'initiative de ces gouvernements gauche qui pourrait être élargie à d'autres pays? Est-ce qu'il y aura de nouveau cette sorte d'effort collectif latino-américain? Je pense que c'est absolument nécessaire que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, ait des organismes régionaux d'intégration régionale qui lui soient propres et qui ne soient pas seulement dépendants de Washington. L'OEA, la grande organisation de l'hémisphère occidental, est une organisation financée 60% par Washington, qui a son quartier général à Washington, qui a la bureaucratie à Washington, physiquement présente à Washington. C'est comme si, enfin c'est peut-être un peu, je fais vite, mais c'est comme si l'Union africaine avait son quartier général dans une capitale européenne. Je veux dire, c'est quand même un particularisme très important dans l'hémisphère occidental, cette hégémonie quand même très forte de la part des États-Unis. Alors l'OEA peut continuer. Après tout, l'hémisphère occidental est un espace de confluence importante en toutes sortes de domaines, mais je pense qu'il est important qu'il y ait une UNASUR. Est-ce qu'il est possible de la recréer? Je pense que oui. Il faut absolument vendre un processus politique et régional qui ne soit pas fondamentalement idéologique. Il faut faire un pacte avec une droite patriotique, raisonnable, rationaliste, avec vocation latino-américaniste. Il y a eu dans le passé, quand UNASUR existait,
une droite qui a participé activement de l'UNASUR et de ces espaces et qui a cru en l'UNASUR. Je pense par exemple à la Colombie de Juan Manuel Santos, qui a été l'auteur du processus de paix en Colombie, qui a participé de l'UNASUR, qui a compris, même si c'était un candidat de droite qui partageait pas forcément toutes les idées de ses voisins de gauche, mais qui a compris l'importance de l'intégration régionale. Malheureusement, ces dernières années, le type de droite qu'on a vu est une droite quand même assez radicale, assez idéologique en Amérique latine, le retour d'une droite très idéologique, très axée sur l'axe traditionnel bilatéral avec les États-Unis. Il faut une bonne relation avec les États-Unis, mais il faut évidemment des relations beaucoup plus diversifiées. Et le moteur de tout ça, évidemment, le Brésil étant quand même le pays le plus important de l'Amérique du Sud, mené par quelqu'un comme Bolsonaro, ça n'a pas aidé pour que cette droite latino-américaine puisse faire un pacte avec cette gauche latino-américaine et qu'on se mette d'accord sur des organismes régionaux qui répondent aux intérêts latino-américains sans être forcément des organismes anti-États-Unis ou anti quoi que ce soit. Ça soit simplement... Non mais l'autonomie, ça ne s'oppose pas à l'alliance, ça s'oppose à la dépendance. Absolument, absolument. Merci Guillaume Lot, merci. Merci.